Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir de vous retrouver dans ce nouveau café juridique sur le thème de la violence dans le sport. Alors pourquoi un café juridique sur le thème de la violence dans le sport? Tout simplement parce que lorsqu'on regarde le domaine du sport partout à travers le monde, on se rend compte que parfois il y a des actes de violence que subissent les athlètes au cours de leur carrière avec des exemples clairement illustrés comme ceux qui ont par exemple été évoqués lors du dernier scandale au niveau de la Fédération française de football ou même avec la très célèbre affaire Tonya Harding contre Nancy Kerrigan, les deux patineuses artistiques qui étaient en compétition l'une contre l'autre au point que ça a dérivé pour déboucher sur un acte de violence qui avait été commis sur Nancy Kerrigan et dont l'auteur avait été Tonya Harding. Ces deux exemples de cas de violence, mais ce ne sont pas les seuls cas de violence observés sur les athlètes, sur les sportifs. Il y a également pour les jeunes qui s'engagent très tôt ou alors qui démarrent très tôt leur carrière dans le domaine du sport, des cas d'abus. Ça peut être des abus sexuels, ça peut être des abus comme le harcèlement scolaire ou moral, qui est particulièrement décrié en ce moment. S'il fallait parler d'abus, c'est-à-dire d'actes de pédophilie, puisqu'il faut dire les choses appeler les choses telles qu'elles sont, il y a un ouvrage qui a été commis et qui est intitulé d'ailleurs Colosse au pied d'argile, qui a été rédigé par l'une des victimes, un sportif de haut niveau, rugbyman d'ailleurs, Sébastien Boué, qui a écrit cet ouvrage pour rendre témoignage de ce qu'il a vécu, de son parcours et pour aider également les jeunes qui sont exposés à ce type de violence-là à se préserver, à s'en sortir. On a donc tout ça pour dire qu'on a divers exemples de cas de violence dont sont victimes les sportifs dans le cadre de leur carrière. Et c'est lorsqu'on prend donc en compte ces différentes formes de violence auxquelles ils sont exposés ou elles sont exposées qu'on est tenté de se dire qu'il faudrait réfléchir. Réfléchir, pas seulement réfléchir pour réfléchir, mais réfléchir pour déjà décrire exactement comment ces phénomènes-là se manifestent, mais également proposer des solutions à travers des mesures. Quelles sont les mesures susceptibles d'être prises pour éviter ou alors pour accompagner les personnes dans leur processus de réparation. Et dans le cadre de ce café juridique placé donc sur le thème de la violence dans le sport, nous avons le plaisir de nous retrouver ce matin avec un rugbyman, un sportif d'origine camerounaise, en l'occurrence M. Christian Djewel. Bonjour Christian. Bonjour à tout le monde. On a ravi d'être là. Merci pour la disponibilité. Et à côté de Christian, nous retrouvons un expert en droit du sport, en l'occurrence Dr Alain Fézé. Bonjour Alain. Oui, bonjour et merci de me permettre de parler de la violence dans le sport dans le monde entier. C'est vraiment un très grand plaisir pour moi et c'est avec beaucoup de joie que je vais, n'est-ce pas, me battre pour essayer d'aider à l'antenne et de tous ceux qui nous suivent sur cette notion qui est vraiment d'actualité. Merci. Et donc sans plus tarder, avec votre permission, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la première préoccupation. S'il fallait débuter cette rencontre en vous présentant, que diriez-vous? Autrement dit, qui est Christian Djewel, qui est Dr Alain Fézé? Vous avez la parole. Bon, voilà, je vais commencer. Donc, moi, c'est Simon Christian Joël, donc Camerounais. Voilà, je suis au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun. Donc, après, je suis expatrié en France pour exercer le métier que j'avais toujours aimé faire, voilà, le rugby. Donc, j'ai une carrière de 14 ans de joueur de
Merci Christian. Nous passons la parole à Alain. Ben, je vous remercie une fois de plus. Alors, Alain, je me prends sur deux aspects, hein. D'abord, l'aspect, on va dire, peut-être sportif, et puis l'aspect professionnel sportif. Permettez-moi de dire ça comme ça. Je D'accord. suis d'abord judoka. J'ai été athlète de l'équipe nationale du Cameroun de judo. Judoka depuis tout petit, donc je pourrais effectivement parler des choses que j'ai peut-être moi-même vécues en tant qu'athlète. Après avoir été athlète pendant pratiquement 14 ans, je suis maintenant professeur d'éducation physique et sportive, ceinture noire de judo 6e dan. Je suis l'entraîneur national de judo du Cameroun. Donc, jusqu'à je suis encore celui qui entraîne notre équipe nationale de judo. Voilà, maintenant sur le plan, on va dire académique, professionnel, j'ai fait un doctorat en droit public avec spécialité droit du sport. Donc je pourrais peut-être assez aisément naviguer entre l'athlète que j'ai été par le passé, l'encadreur sportif que je suis actuellement, et puis aussi le juriste sportif qui viendra, n'est-ce pas, pour l'aspect purement socio-juridique. Voilà, je vous remercie. D'accord, merci. Et nous poursuivons avec la préoccupation suivante. D'après vous, quelles sont les formes de violence récurrentes dans le domaine du sport? Puisqu'on parle de violence, il faudrait qu'on puisse identifier les cas. Merci Christian. Alors, je pense que moi, je peux me permettre de les classer en cinq grands groupes, hein. Je vais commencer par ce qu'on appelle les violences qui peuvent être uniquement les violences à caractère psychologique. Nous avons les violences verbales, il y a les violences physiques, vous avez les violences économiques, on n'en parle pas beaucoup, vous avez les violences sexuelles. Même si à la fin, il y a des violences qui peuvent se retrouver l'une dans l'autre. Alors, pour ce qui est le cas, pour le premier cas, nous avons une qui s'appelle les violences purement verbales, pardon, psychologiques d'abord. Il s'agit, pour celui qui les exerce sur sa victime, d'avoir ce dernier une attitude beaucoup plus insultante. D'accord. Ce serait du genre, tu ne réussis jamais rien, tu es un idiot, je ne sais pas ce que tu vaux, l'équipe souffre de toi. Ce sont des violences qui sont un caractère purement psychologique. Alors, le second groupe, ce sont des violences qui ont un caractère verbal et qui essentiellement comment dirais-je, à humilier l'individu dans une situation mais sans en être tout un temps de même différent. Donc ici, vous allez vous rendre compte que l'apprenant, c'est-à-dire l'athlète, l'encadreur va attaquer l'athlète dans un espace public où, avec ses camarades athlètes, il va se retrouver aussi là rabaissé. Si on prend le cas de la jeune fille, par exemple, il dira par je prends l'exemple qui peuvent être multipliés. Regarde, t'es comme un garçon, t'es toujours mal habillé, t'as pas de sein, ou t'as des grosses fesses. Permettez-moi l'expression qui peut être, mais dans le contexte où nous sommes, peut-être qu'ils vont m'utiliser déjà de mots. D'accord. Qui a purement sa place. Parce que ici, l'entraîneur ou le dirigeant, ou même l'athlète, arrive à influencer l'aspect économique de la victime. Vous avez sûrement entendu parler des expressions telles que, qui sont familières au sport camerounais, à savoir la fendaison. C'est-à-dire que lorsqu'on vous donne une prime de match, l'entraîneur agit sur votre prime, il fait des prélèvements sur votre prime sans votre consentement. Ce sont des violences purement économiques. Ou alors, dans un club où il y a des primes, on traite à vous payer votre prime, on met en place des mécanismes qui vont faire en sorte que vous vous sentez, comment dirais-je, amoindri sur le plan économique. Alors, au Cameroun, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va beaucoup plus agir lorsqu'il arrivera le moment de payer la prime de l'athlète. Soit on ne le fera pas, soit on fera des prélèvements sur la prime de l'athlète. Vous avez en plus de ça les violences qui ont un caractère purement physique. Et là,
Il s'agit pour celui qui l'exerce sur sa victime d'avoir celui de porter atteinte à son intégrité physique. Ça peut être par des blessures, par des coups, par n'importe quelle action qui va, n'est-ce pas, influencer sur l'intégrité physique de l'individu. Vous avez, je peux aussi énumérer pour la dernière situation, ce qui est encore beaucoup plus actuel aujourd'hui, à savoir les violences sexuelles, c'est-à-dire ici dans le cas d'espèce, il est question de dominer la personne dans ce qu'elle a de plus intime. Vous voyez, celui qui exerce sur l'autre arrive à pouvoir attaquer la zone, comment dirais-je, qui lui est vraiment intime, à savoir les parties qui ne devraient en principe ne pas être touchées par l'individu. Et la loi fait distinction ici entre les violences, entre ce qu'on peut appeler harcèlement sexuel, viol, mais elle va même encore beaucoup plus loin, parce que tout ce qui peut être considéré comme message téléphonique à caractère sexuel sont déjà des infractions. Toucher de façon particulière un apprenant est déjà une infraction. Se permettre, lorsqu'on entraîne des filles ou des garçons, des petits garçons, de leur donner un langage sexuel, leur envoyer des messages, leur faire des textos de quelque manière que ce soit attaqués sur leurs réseaux sociaux, à savoir Instagram, WhatsApp et autres, avec des mots qui ne sont pas, ou qui sont encore mineurs, rentrent dans la catégorie des violences à caractère sexuel. Donc voilà ce que je peux dire. Je crois qu'il faut qu'on reprenne, qu'on résume un peu les différents points qui ont été évoqués, les différentes formes de violence qui ont été évoquées par Alain lors de ton intervention, à commencer par la violence verbale, c'est-à-dire des attaques à travers des mots pour blesser la personne ou pour heurter la personne. Ça peut être en privé ou en public. Ensuite, il y a la violence économique, c'est bien ça? Exactement. La violence économique, c'est-à-dire attaquer la personne par des moyens de contrainte sur sa rémunération ou alors des avantages auxquels elle est censée normalement avoir droit. Christian, c'est bien ça, hein? Rassure-moi qu'on tient bien le bon bout. Oui, on tient bien le bon bout. Même comme sur cette partie-là, il faudrait aussi savoir que, voilà, sur les violences économiques, tu vois, parce que le panel il est assez grand. Par exemple, sur les sports collectifs, hein, en tant qu'athlète, voilà, un entraîneur, par exemple, peut jouer sur sa position, tu vois, en tant que, voilà, le coach et tout ça, il essaie de tout faire pour que tu ne puisses pas, surtout pour nous qui faisons, moi qui faisais par exemple le rugby, ça arrivé plusieurs fois, de ne pas pouvoir avoir le contrat la seconde après. Voilà, donc il essaie de tout faire, non seulement il ne sait pas jouer, ça c'est aussi une forme de violence qui entre dans l'économie aussi. Hein. Donc non seulement elle est psychologique, mais ça touche aussi ton portefeuille, parce que tu es dans une posture où tu ne joues pas. Voilà, tu ne sais pas ce que tu vas faire la saison prochaine, est-ce que tu vas avoir le contrat, est-ce que... voilà, donc il y a cette forme de violence-là qu'il faut aussi rajouter sur la violence économique. Voilà. Exactement. C'est très très important. Dans le portefeuille, bon, il y a la partie des primes, hein, voilà, où l'entraîneur peut se servir, mais ça arrive un peu plus discret. Particulièrement aussi au Cameroun où les primes de match sont touchées et tout ça. Oui. Mais par contre, voilà, ici en Europe, c'est plus la violence où on te met dans une position de qu'est-ce que je vais faire la saison d'après, surtout quand tu es dans des sports collectifs, voilà. D'accord. Merci, c'est noté. Et juste après la violence économique, il y a donc la violence physique. Voilà. Oui, oui. Mathis. La violence sexuelle. Oui, et la violence sexuelle. Donc, je ne sais pas si... Et je voulais rajouter Oui, la violence sociale aussi. C'est ça aussi. d'accord. Voilà. Parce que c'est une autre forme de violence aussi. Parce que ça se manifeste par rapport à tout ce que tu subis dans le cadre de ton travail, qui est la violence psychologique, la violence physique. Tout ça, en fait, celui qui subit ça a parfois des comportements qui ne sont pas les comportements bien pour la société. D'accord. Qui
D'accord. C'est bien noté. Et le racisme, par exemple, pour ceux qui, pour les joueurs d'origine africaine qui jouent à l'étranger, on va placer le racisme dans quel type de violence? Est-ce qu'on peut pour ranger ça également dans la violence sociale que tu viens d'évoquer? Je ne sais pas. Oui, et dans la violence sociale et aussi un peu verbale. Vraiment. Voilà, D'accord. c'est verbal parce que c'est ce que tu vas entendre. Tu vois, donc c'est ce qui sort dans la bouche des autres D'accord. qui va t'atteindre peut-être psychologiquement. Voilà, et voilà, ça a des répercussions sur le social aussi. D'accord. Toi, en société, tu vas essayer de mal te comporter par rapport aux autres, ceux qui sont différents de toi, en disant, ben, moi je me méfie parce qu'il n'est pas comme moi, parce que, voilà, soit je suis noir, tu vois, donc ça joue aussi. Voilà, mais D'accord. c'est plus sur le verbal. D'accord. C'est bien noté, merci. Donc on retient ces ces cinq formes de violence là qui sont les plus récurrentes dans le domaine du sport, à savoir la violence verbale, la violence économique, la violence physique, la violence sexuelle, la violence sociale. Tiens, oui. Je pense que Merci, ça peut être ça, oui. merci à vous, à tous les deux pour ces premiers éléments d'éclairage et nous poursuivons avec la préoccupation suivante. D'après vous, les manifestations de ces violences sont-elles les mêmes à l'égard des enfants, c'est-à-dire des athlètes en formation, et des adultes, c'est-à-dire les sportifs professionnels? C'est, plus simplement, est-ce que la violence verbale ou physique ou économique ou sexuelle ou sociale se manifeste de la même manière à l'égard des jeunes sportifs en formation et à l'égard des sportifs professionnels comme par exemple Christian ou même toi Alain, qui êtes des adultes déjà pleins? Non, non, disons que les formes de violence restent sur le plan définitionnel, elles restent les mêmes. C'est-à-dire que l'on soit adulte ou majeur, la définition sera sensiblement la même. D'accord. Bien évidemment, comme vous le savez, maintenant, on est en face soit d'un enfant, soit d'un adolescent, soit d'un adulte. Tout à Que fait. l'on soit chez un enfant, c'est-à-dire un gamin qui peut faire, qui n'est pas encore adolescent, l'approche ne sera pas la même selon que l'on soit en face d'un adolescent ou en face d'un adulte. Celui qui est en face de lui, un enfant, au sens propre du terme, l'entraîneur, par exemple, qui veut agir sur un enfant, va mettre en place des mécanismes pour avoir une certaine emprise sur l'enfant. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous confiez votre enfant à un entraîneur, à un encadreur sportif, après un certain temps, ce que vous dites à l'enfant à la maison compte moins que ce que son entraîneur lui dit, va le dire à l'entraînement. Si l'encadreur sportif lui dit tu ne dois pas manger, tu ne dois plus manger, je ne sais pas moi, des cacahuètes, à la maison, quand maman lui dira, il ne mangera plus des cacahuètes parce que l'entraîneur a déjà sur lui certaine emprise. Dès que cette emprise est faite sur l'enfant, l'enfant se renferme sur lui et tout ce que l'encadreur va lui faire subir à l'entraînement ne sera jamais répercuté auprès de ses parents. Pourquoi? C'est pas parce qu'à un moment donné, l'enfant développe la culture de la peur. Un respect qui devient finalement de la peur. L'enfant se dit, si j'en parle, on ne va pas me croire. L'enfant pense, et l'enfant même a un niveau de réflexion qui fait en sorte qu'il n'arrive même pas encore à distinguer le bien du mal. Parfois, il pense qu'on lui fait faire est bien, parce que l'encadreur, à un moment donné, lui fait croire qu'en passant par ce chemin-là, tu vas pouvoir facilement arriver à la très haute performance. Et comment la cultiver chez l'enfant? À ce moment, le sens de que il vit dans des rêves. Si on prend le cas du football, il miroite être comme Messi, comme Ronaldo, dans le judo, comme Teddy Riner, ou je ne sais pas comme quel autre champion. Et il pense que en respectant l'encadreur dans ses, entre guillemets, ses conneries, c'est un chemin qui va lui permettre d'arriver à la haute performance. Il peut donc vivre ainsi à l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à même 20 ans sans jamais en parler à quelqu'un. On a posé pour le cas, on prend le cas de la patinette Sarah Abitbol, qui à 15, c'est à pratiquement 22 ans, qu'elle révèle des choses qu'on lui avait subies à l'âge de 14 et 15 ans. C'est-à-dire pendant pratiquement 10 ans, elle s'est enfermée dans un mutisme. Mais non, chez l'adolescent, ce sera différent parce que là-bas, il atteint un certain niveau de réflexion qui est élevé. Même jusque-là, il continue dans la logique dans laquelle l'entraîneur va le mettre. Il y a un certain conditionnement qui lui fait croire que s'il parle de ce qu'on lui fait subir, encore, soit
sera pas cru, ou alors l'encadreur pourra mettre un frein à sa carrière parce qu'il a des grandes ambitions. Et généralement, l'encadreur est aussi, dans cette situation-là, un grand maître chanteur qui lui dira, si tu dis, si tu en parles, c'est ce qui va t'arriver, si tu en parles à un X, ta carrière elle est foutue, si tu fais comme ceci, ça ne marchera pas. Et l'enfant se renferme dans ce cocon et continue à évoluer pendant ce temps. Que ce soit les violences psychologiques, que ce soit les violences verbales, que ce soit les violences sexuelles, il les subit. Il les subit. Parce que des fois, quand ils en parlent aux aînés, on ne les croit pas. Vous suivez l'actualité actuellement qui se passe en France avec la jeune fille qui a été tuée et brûlée dans son lycée. Elle se plaint tout le temps, mais personne ne l'a cru en ce qu'elle disait parce qu'on disait qu'elle était une fille facile, jusqu'au jour où on l'a retrouvée dans un bosquet, poignardée et brûlée par son petit ami. Elle n'avait pas, je pense qu'elle n'avait pas 17 ans. Maintenant, chez l'adulte, là, on peut penser qu'il a la capacité de pouvoir déjà s'opposer à ce qu'on lui fait subir. Mais ce n'est pas le cas de la violence économique. On en a parlé tout à l'heure. Notre champion Christian a évoqué cette situation. On veut une situation d'inconfort où vous pensez que si vous agissez, si vous en parlez, soit votre contrat ne sera pas renouvelé, ou alors à la Ligue nationale de football du Cameroun, par exemple, on vous dit, bon, vous aurez 50 millions de francs de prime, vous devez déposer 10 millions ici, 5 millions là-bas. Vous dites, bon, si je ne le fais pas, je ne serai peut-être pas dans la liste. Et vous préférez vous taire que d'en parler, parce que si j'en parle, il est clair que la prochaine fois, je ne serai pas appelé. Non, ce n'est pas les mêmes manifestations. La façon avec laquelle, comment je vais appeler ça, l'agresseur s'en prend à sa victime, le mot opérateur ne peut pas être comment je dirais, le même, ça peut pas être le même. Voilà, ou alors d'un adulte. C'est-à-dire qu'en fonction de celui, même quand vous parlez d'un enfant, l'entraîneur qui a cette tendance à être prédateur ou un pédophile, prend d'abord la peine d'étudier la psychologie de l'enfant ce qu'il va faire, commettre ces infractions. Et il s'arrange à ce que l'enfant, ce qu'il va agir, surtout dans un environnement où il est, comment dirais-je, éloigné de ses parents. Vous voyez les enfants qui vont en stage interne quelque part, des enfants de 14, 15 ans, cadets minimes, enfermés dans un espace, les parents sont éloignés des enfants, les parents sont coupés de leurs enfants, et les parents font entièrement confiance au système administratif qui est mis en place. Du coup, il y a beaucoup de choses pas bien qui se passent chez les enfants, et c'est souvent après des années et des années, n'est-ce pas, qu'on arrive qu'ils arrivent enfin à pouvoir ouvrir la bouche et à pouvoir s'exprimer. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la manifestation. Merci Alain. Christian. Ouais, je pense que ce serait l'avis que Alain, donc je pense qu'il a à peu près positionné. Sûrement, comme il a dit, chez l'enfant et chez l'adulte, l'approche n'est pas pareille. Voilà, et puis voilà. Mais généralement, hein, dans le milieu du sport, ça commence plus chez les plus jeunes. D'accord. Voilà, parce que chez les adultes, voilà, déjà on va parler d'adultes, voilà, donc à un certain niveau, on peut dire que voilà, il y a une certaine conscience, voilà, de ce qu'on fait, malgré qu'il y a cette pression, cette emprise voilà, mais ça se manifeste un peu plus chez les enfants, voilà, que les enfants hein, qui sont dans les centres de formation. Et ils sont plus vulnérables. Voilà, voilà, exactement. Les enfants qui vont, quand il y a des sorties ou des stages, ça se fait. Voilà. Mais tout ça, là, c'est des encadreurs. Et comme il a si bien dit, comme le grand frère a dit, hein, c'est généralement, voilà, l'agresseur prend le temps d'étudier sa victime. Donc, il essaie de mettre en place des mécanismes, voilà, sur lesquels il va être basé pour pouvoir être, voilà. D'accord. Mais chez l'enfant et l'adulte, l'approche n'est pas pareille. D'accord, c'est noté. Avec votre permission, oui, vas-y Alain. Je voudrais ajouter que chez l'adulte, beaucoup plus chez la jeune, chez la fille, chez les dames, hein, là on entre dans le domaine du harcèlement, viol et harcèlement, parce que
La fille majeure, par exemple, est mise sous une pression par l'encadreur, qui peut être une dame ou alors un monsieur, puisque là on parle, là on fait une approche uniquement avec même les transgenres. C'est un problème, s'il avait dans une certaine précarité, c'est-à-dire que c'est un élève qui peut-être veut faire une compétition, qui n'a peut-être pas assez de moyens, qui peut-être a une ambition particulière, et l'encadreur lui comprend que la fille qui l'encadre est dans cette situation-là, il peut, s'il est vraiment quelqu'un qui a de mauvaises intentions, procéder par un harcèlement sexuel. Si tu ne fais pas ça, c'est clair que tu n'auras pas ton nom sur la liste. Elle aura beau être majeure à 30, 40, 25, 21 ans, elle n'est pas à l'abri d'un éventuel violet ou d'un éventuel quelqu'un qui va faire du harcèlement sexuel. Si l'aventure, elle est d'une moralité, d'une psychologie fragile, c'est clair que ce n'est pas accepté. Les enfants restent encadrés parce qu'elle veut absolument être sur la liste de la sélection. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Nous poursuivons notre entretien de ce jour avec la préoccupation suivante. Dans une liste établissant les causes et les conséquences de la violence dans le sport, le site www.asblpraxis.be répertorie les éléments suivants, c'est-à-dire problème de développement social, isolement social, c'est-à-dire tendance à s'éloigner des membres de sa famille, troubles du sommeil, problèmes gastro-intestinaux, perte d'appétit, maux de tête, maux de dos, troubles psychologiques, perte de l'estime de soi, perte de l'estime de soi, dépression, stress, anxiété, attaque de panique, désespoir, tentative de suicide, difficulté à faire confiance à autrui, absentéisme et baisse de productivité. Quel est votre point de vue à ce sujet? Donc, il ne faut pas, pour éviter que vous ayez l'impression qu'on est en train de vous mitrailler avec les éléments qu'on vient de citer, peut-être il vaut mieux que je reprenne un peu plus posément. Donc, dans une liste établissant les causes et les conséquences, donc là, on fait un focus sur les causes et les conséquences de la violence dans le sport. asblpraxis.be répertorie les éléments suivants parmi les causes et les conséquences. Les problèmes de développement social, l'isolement social, c'est-à-dire tendance à s'éloigner des membres de sa famille, de ses amis, des difficultés à établir des relations sociales, les problèmes de santé chroniques tels que le trouble du sommeil, problèmes gastro-intestinaux, perte d'appétit, maux de tête, maux de dos, les troubles psychologiques tels que la perte de l'estime de soi, la dépression, le stress, l'anxiété, les attaques de panique, le désespoir, les tentatives de suicide, et les difficultés à faire confiance à autrui, l'absentéisme et la baisse de productivité. Quel est votre point de vue à ce sujet? Christian, commence ou je commence? Bon, je te laisse là. Disons que je pense que ce site a fait une énumération non exhaustive des causes et des conséquences de la violence dans le sport. Je ai fait que ça intéresse beaucoup plus à l'aspect, comment dirais-je, le côté psychologique et le côté santé des conséquences de la violence dans le sport, même si elle ne fait pas une énumération précise des causes, parce qu'elle énumère beaucoup plus les conséquences de la violence sur le sport, mais elle ne fait pas ressortir ce qui peut engendrer ça. Quand elle attaque son sujet par du premier développement social, ça peut être considéré comme étant une cause. Mais juste après, tout ce qu'elle énumère, on est donc je partage l'élément sur les conséquences, peut-être qu'elle aurait pu une énumération beaucoup précise de ce qui peut engendrer la violence en sport. Si on prend cas après cas, qu'est-ce qui peut provoquer que l'on se trouve dans une situation de violence? Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Mais non, s'il fallait que moi je m'appesantisse un tout petit peu sur les causes de la violence, je pense qu'il faut déjà dire d'entrée de jeu qu'il est difficile, peut-être me trouverez-vous pessimiste, mais de concevoir un monde sans violence. Au départ, partout où il y a des hommes, il y a de la rivalité, il y a de la violence. Le monde, à mon avis, fonctionnera difficilement sans violence. C'est pour ça qu'il y a le bien et le mal. C'est pour ça qu'on met en place des mécanismes juridiques pour pouvoir réglementer la vie en société. Parce que si on laissait les hommes agir comme dans un monde où il n'y a pas de loi,
c'est clair que ça va devenir de la jungle. Quand je dis ça, je vais simplement dire, je vais aussi ajouter en disant que l'homme a tendance, là j'attaque l'aspect beaucoup plus psychologique, dès qu'il sait qu'il peut avoir comment je peux appeler ça, de la force, du pouvoir sur l'autre, il a tendance des fois à vouloir en abuser. Voilà ce qui se passe un peu. Et lorsque l'on se retrouve, si on prend le cas de la violence physique par exemple, la violence physique telle que l'on la vit, dans les stades, actuellement avec les bagarres dans les stades, ceci vient du fait que les hommes ont tendance à mettre la passion avant la raison. N'oublions pas que le sport reste d'abord un jeu. C'est d'abord un jeu, même si aujourd'hui c'est un jeu où l'on retrouve des masses monétaires, une masse financière énorme, qui font qu'à la fin, le jeu n'était plus simplement le jeu devient pratiquement, entre guillemets, une guerre. Une guerre où l'on voit, où intervient en même temps le soft power et le hard power. Donc, les gens, quand quelqu'un va au stade, par exemple, il supporte son équipe plus que tout au monde et il est prêt à devenir violence d'aventure. Il a l'impression que les choses ne marchent pas comme il aurait voulu que ça marche. Certains d'entre eux arrivent au stade en ayant déjà fait des paris sportifs. Quand le jeu ne va pas dans leur sens, la passion prend le pas sur la raison. Il y a tellement d'argent qui tourne dans le sport qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit les acteurs principaux, à savoir les joueurs, ou les acteurs qui ne sont pas, comment que ce soit les athlètes, dans son sens généraliste, les dirigeants sportifs ou les sportifs, chacun en ce qui le concerne porte en lui une part de l'expression de la violence que l'on vit actuellement dans le sport. On ne peut, chacun lorsque vous regardez un match de rugby ou un match de football par exemple, il suffit de rien pour que les sportifs se mettent en train de se chamailler ou de bagarrer entre eux. Sur le banc de touche, c'est le coach qui s'en prend aux athlètes, c'est le coach qui crie après les spectateurs, c'est le président du club qui tombe. C'est un cercle où chacun à son niveau trouve le moyen de pouvoir provoquer à son niveau la violence. Les spectateurs dans les gradins crient après les joueurs, insultent les joueurs, lancent des projectiles sur le stade quand ils ne sont pas contents, tout simplement parce qu'à un moment donné, le sport qui selon Pierre de Coubertin, était d'abord l'expression de la volonté générale, l'expression de se faire plaisir, savoir se satisfaire, est devenu un espace où l'on vient, comment je peux appeler ça, un espace où la passion, comme je l'ai dit tantôt, prend le pas sur la raison. Et lorsqu'on va au niveau des États, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, organiser un grand événement sportif pour un État est une façon pour lui de prouver au monde entier qu'il est une superpuissance. L'attribution des Jeux olympiques ou des Coupes du monde, c'est une guerre pour les États. Et lorsqu'ils l'obtiennent, ils font tout pour montrer au monde entier que oui, si on ne fait pour vous faire pas la guerre avec les armes, on peut vous faire la guerre, vous montrer que vous avez une capacité financière extraordinaire pour pouvoir organiser un tel événement. Mais quand vous faites ça, vous voulez que votre population se comporte comment? Vous voulez mettre sous pression. Vous mettez les dirigeants des fédérations sous pression. Les gens des fédérations mettent les entraîneurs sous pression. L'entraîneur met les athlètes sous pression. Chacun met sous pression. Et la pression se répartit d'étape en étape. Et à la fin, ce qui arrive, arrive. Violence physique, violence verbale et autres. Maintenant, ce qui est des violences faites sur les mineurs, je pense que fondamentalement, pour moi, ceux qui le font devraient, à mon sens, je peux exagérer, je peux me tromper, parce que je ne suis pas médecin, peut-être sur un plan psychologique, il y a quelque chose qui, je ne sais pas. Parce que pour moi, un homme normalement constitué ne devrait pas s'en prendre à un enfant. Merci Alain. Christian? Ouais, je pense que ce qu'Alain vient de dire, il a absolument raison par rapport aussi, moi aussi je suis tout à fait d'accord avec lui. Voilà, donc ils ont plus mis l'accent sur les conséquences. C'est quand on parle des problèmes gastriques, le mal de ventre, donc tout ça là, bon, ce sont les conséquences. C'est comme un petit peu, moi en tant qu'athlète, il m'est arrivé au début de ma carrière, ou même bien après, pendant soit les phases finales ou des grands matchs, des derbies, d'avoir ce stress qui m'amène à
avoir mal au ventre. Et tout ça, c'est une pression. C'est une pression parce que tu ne dois pas décevoir les supporters. C'est une pression parce que l'entraîneur, il veut des résultats avec le président. Donc, tu vois, c'est aussi, voilà, un peu, voilà, les conséquences de à ce niveau, c'est aussi une forme de violence. Hein. Tout à fait. C'est une forme de violence parce qu'avant, voilà, au briefing, l'entraîneur, il dit, ben voilà, moi je veux ci, je veux ça, on ne doit pas perdre, il y a on te met sur une mission. Et les conséquences de ça, c'est qu'avant d'entrer sur le terrain, tu as mal au bas. Voilà. Ouais, tu as parfois, tu as mal au bas, tu vas, voilà, excusez-moi l'expression, tu vas faire 10 fois. Et pourtant, ça t'arrive pas souvent. Voilà, donc, ça, c'est les conséquences de cette violence là. Hein. Franchement, je pense que, comme le grand frère a bien dit, hein, on est dans une société où, franchement, il est difficile de dire qu'on va totalement, voilà, c'est pas on va éliminer, c'est la violence, c'est pas possible. Voilà, je pense que ce qu'on essaie de faire, c'est essayer de diminuer. Voilà, c'est essayer d'éduquer la société, voilà, pouvoir éradiquer ça. Voilà. Mais, donc, c'est un combat, c'est un travail voilà, qui est extrêmement long. Voilà. Je pense qu'on est qu'au début, hein, un petit peu comme il parlait de ce qui est partie sportive. Avant, moi je prends l'exemple, par exemple, des Cameroun, on ne connaissait pas ça dans notre société. Mais ça fait un bon petit bout de temps où il y a beaucoup de ces sociétés-là qui font dans les paris sportifs, qui ont envahi l'Afrique. Et la population, les citoyens ne sont pas éduqués à ce modèle de business. Tout à fait. Donc il manque aussi, voilà, ce modèle de business, les sociétés ne sont pas éduquées par rapport à ça. Voilà, parce que quand moi je vois certains comportements, parfois sur le terrain, il peut y avoir un match, hein, par exemple, ceux qui sont au Cameroun, pendant un canon d'honneur, les gens vont parier. Et en fait, surtout dans notre société, les gens n'ont pas encore compris la notion du pari en fait. C'est quoi parier? C'est quoi jouer à un jeu de. Voilà. À un jeu de. Paris sportif. Paris sportif, là, voilà. Donc, tant que la société n'est pas éduquée, tant que les gens n'ont pas compris le bon sens voilà, sur cette question-là, voilà, il est vraiment difficile. D'accord. Voilà, il est vraiment difficile d'avoir une société sans violence. D'accord. Voilà. Merci à tous les deux. Ce que nous retenons de vos deux éléments de réponse, c'est que la violence est indissociable de tous les groupements sociaux partout dans le monde. Ça, c'est la première chose. Mais que ça ne signifie pas pour autant que la violence est légitime ou que c'est une bonne chose. Non. Elle se manifeste comme elle peut se manifester. Vous relevez que dans la liste qui a été produite par asblpraxis.be, c'est une liste qui n'est pas exhaustive et qui se focalise plus sur les conséquences que sur les causes. Et vous rajoutez que dans les causes, il y a un élément majeur dont il faut tenir compte, c'est-à-dire les enjeux financiers et l'appât du gain. Parce qu'il faut dire, je pense que c'est bien de ça c'est bien ces deux éléments que vous avez évoqués, c'est-à-dire les enjeux financiers et l'appât du gain, qui fait que, qu'on le veuille ou pas, d'une manière ou d'une autre, cette course aux bénéfices qui sont susceptibles d'être générés, elle met sous pression les dirigeants des clubs, les dirigeants des fédérations, les encadreurs des joueurs et les joueurs et même les supporters. Donc voilà. Donc ça c'était vraiment pour résumer vos éléments de réponse et nous poursuivons avec la préoccupation suivante. D'après vous, quelles sont les mesures susceptibles d'être prises pour éradiquer les violences sexuelles dans le sport? En fait, on a pensé qu'il était important permettez-moi l'expression, de mettre les pieds dans le plat, parce que c'est quand même assez préoccupant. Parce qu'on se dit, en Afrique, dans plusieurs pays, il y a des cas qui sont répertoriés. En Europe, aux États-Unis, en Asie, en Amérique du Nord, partout dans le monde, il y a un certain nombre de cas qui sont répertoriés.
à tel point que ça finit par devenir préoccupant. Donc, d'après vous, l'une des affaires la dernière affaire qui a vraiment fait beaucoup de tapage, c'est celle au niveau de la Fédération française de football, dont le dirigeant a été démis de ses fonctions et a été remplacé par un nouveau président qui a été d'ailleurs élu le 10 juin 2023. Donc, d'après... Allô? Oui, donc d'après vous, quelles sont les mesures susceptibles d'être prises pour éradiquer les violences dans le sport? Oui, moi, pour ma part, hein, je pense qu'il faut d'abord la sensibilisation. D'accord, Il faut beaucoup sensibiliser. Voilà, et il faut apprendre, je sais pas, déjà, parce que là, on est en train de parler des violences que dans le sport. Sauf que avant, ces enfants-là, avant de venir dans les clubs, ils vont à l'école. Voilà, ils vont dans les écoles, ils vont dans les établissements, et je pense que voilà, il faut une sensibilisation générale. Ça veut dire que voilà, on met des structures qui sont censées accueillir des enfants, voilà, les structures sportives, il faut aussi commencer par l'école. d'accord, Voilà, l'école. Voilà, c'est très important. Voilà, donc faire beaucoup de sensibilisation. Voilà, beaucoup de sensibilisation, ça c'est très très important. On mettait la sensibilisation, ça c'est la partie la population, la masse, tout ça, mais surtout il faut aussi une enquête profonde dans toutes les structures qui sont censées accueillir des enfants. Parce que comme le grand frère l'a dit, voilà, la manifestation de la violence sur l'enfant, c'est pas du tout la même chose. Mais sauf que quand on fait les statistiques, on se rend compte qu'il y a plus de violences et sexuelles qui commencent plus chez les enfants que les d'accord, adultes. Voilà. Donc ça veut dire que déjà toutes les structures qui sont censées accueillir les jeunes publics, donc des enfants, voilà, donc ils méritent vraiment non seulement l'organisation de la population, la sensibilisation dans ces structures-là, mais il faut aussi les enquêtes. Voilà, les enquêtes de moralité, ça part aussi à partir du recrutement. Le recrutement, qu'est-ce qu'on en fait? Et je pense que c'est quelque chose que, ici encore, ça va. C'est pas parfait, mais on essaie de faire avancer les choses. Mais je prends l'exemple, par exemple, au Cameroun. Est-ce que, au niveau du Cameroun, il existe des structures qui sont spécialisées pour essayer de mener ces enquêtes-là? Ça veut dire que lorsque tu viens avec aussi, en disant, voilà, tu viens avec un CV pour travailler, par exemple, dans une académie de foot, on sait que tu es censé t'occuper des jeunes publics, dont des enfants. Est-ce qu'il existe donc des structures où parmi ces clubs, ou dans ces clubs-là, est-ce qu'il y a des personnes voilà, qui sont spécialisées de ce domaine-là, qui peuvent essayer de mener une enquête de moralité pour savoir un petit peu, voilà, est-ce que la personne qu'on recrute, est-ce qu'il se comporte bien avec les enfants, quelle est voilà, sa capacité, voilà, son mindset par rapport à la gestion de ces gamins-là. Donc, ok, c'est quelque chose qui est très, très important. Très, très important. Bon, je pense aussi qu'en plus de ça, il faut des guides. Des d'accord, guides aussi, hein, donc ça peut être des affiches. Ça part aussi dans les établissements. Parce que moi, je ne vois pas seulement les structures qui accueillent les enfants, le jeune public, les sportifs et tout ça. Non. Je pense que même dans nos écoles, dans nos établissements, à partir de la maternelle, il doit y avoir ces guides-là. Donc, cette espèce des affiches, hein, on doit appeler ça comme ça, des affiches, voilà, qui essaient de sensibiliser en disant à d'accord, l'enfant, voilà, on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de te toucher là, un adulte n'a pas, voilà. Donc, je pense que ce sont
faudrait qu'il y ait des personnes, des éducateurs spécialisés qui passent au moins 1 à 2 fois par an dans toutes les structures qui encadrent où on accueille les enfants, et dans des centres de formation, voilà, ce qui concerne que ce soit le foot, que ce soit le rugby. Voilà, il faut voilà, des séances de travail avec des enfants, voilà, des séances de travail qui sont, voilà, qui sont accompagnées par des spécialistes. Et surtout, il faut donner des outils aux enfants, voilà, les outils qui peuvent leur permettre de pouvoir s'exprimer, surtout pour ceux qui sont victimes. Ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes qui ont été victimes de ça, mais ils n'avaient pas des outils assez efficaces qui pouvaient leur permettre de libérer la parole. Parce que le problème, c'est ça, c'est que quand les enfants ils sont victimes de ça, en fait, la difficulté, c'est de lui faire parler à l'enfant. C'est clair, mais Déjà, c'est de lui faire parler. j'ai envie de poser la question de savoir, mais comment est-ce qu'on fait pour libérer la parole sur des sujets qui sont tabous, dont on a honte de parler, et voilà. Parce qu'en fait, je pense qu'en fait, les choses sont liées, hein. L'éducation qui n'est pas faite sur qui est-ce que je suis, ou alors comment est-ce que mon corps fonctionne. Vous êtes d'accord avec moi, en Afrique, dans nos cultures, ce sont des sujets qui sont encore difficiles à aborder. Si on n'a pas pris la peine d'expliquer aux enfants, de mon point de vue, hein, peut-être je me trompe, c'est pour ça qu'on est là, qu'on est réunis dans le cadre de cette rencontre, si on n'a pas prévu d'expliquer aux enfants, qu'il s'agisse de la jeune fille ou du jeune garçon, voici qui tu es et voici comment tu fonctionnes, ça veut dire que quelque part on ne lui a pas donné les outils, un peu comme ce que tu étais en train d'évoquer, Christian. On n'a pas le droit de te faire ci, on n'a pas le droit de tout toucher ici. Et à partir du moment où on ne lui a pas donné ces outils, comment est-ce qu'on voudrait qu'il se préserve, ou c'est-à-dire que ce soit la fille ou que ce soit la jeune fille ou le jeune garçon, comment est-ce qu'on voudrait qu'il se préserve de ces prédateurs qui remplacent parfois la figure du parent auprès d'eux, hein? Parce que c'est ce que vous avez bien relevé un peu sur d'autres préoccupations qu'on a évoquées en haut, c'est-à-dire les entraîneurs et les encadreurs qui remplacent complètement, totalement, la figure du parent. Comment est-ce qu'on va... Enfin, je pose la question parce qu'il faudrait bien qu'on arrive à ressortir avec des éléments de réponse. Donc, déjà... C'est pour ça que, voilà, moi j'ai essayé de développer un petit peu en disant, cela part de la base qui est les écoles déjà. D'accord. Il y a un rôle à celui familial, hein, parce que nous aussi, les parents, on est responsables. Il y a beaucoup de parents qui ne sont pas sensibilisés sur la question. D'accord. Surtout en Amérique, parce que ici, c'est un peu différent. Parce que moi, j'ai les enfants ici, même ma jeune fille de 4 ans, elle me dit déjà que je ne peux pas lui laver. Hein. Ça, c'est clair. Donc, il faut que j'essaie de lui faire comprendre que non, si jamais je te touche, parce qu'il faut que tu te trouves bien, parce que tu es ça, tu t'habilles pas fort. Mais déjà, quand elle rentre de l'école, un enfant de 4 ans qui te dit, papa, moi, c'est moi-même qui dois laver mes fesses. Papa, c'est moi qui dois faire ci. Alors, excusez-moi des termes. Mais tu comprends qu'à partir de l'école, on lui a déjà fait comprendre qu'à son âge, son père n'a plus le droit de lui faire la toilette intime. Il était à 4 ans, 5 ans, moi, ma fille, je ne touche plus. Voilà. Et avant d'arrêter ça, c'est parce que j'ai compris que ici, c'est comme ça que ça marche. Et l'enfant m'a apporté ça de l'école pour me dire que non, papa, on m'a dit à l'école qu'à mon âge, ma toilette intime, tu dois faire ma toilette intime. Personnellement, tu n'as plus le droit de me toucher, mais à moi de le faire. Donc, et je pense que dans notre société, surtout en Afrique, c'est quelque chose qui manque. Cette éducation-là. Même ça part déjà à partir des parents. Les parents doivent sensibiliser les enfants.
Tout à fait. Il est tard surtout pourquoi? Parce que cet enfant, on ne lui a pas donné les outils à partir de 3, 4, 5 ans, les outils qui peuvent lui permettre de parler lorsqu'il est victime de quelque chose. Mm. C'est un peu ça. Donc je pense qu'il faut commencer par les écoles primaires. Déjà, ça commence à partir de la mission, sensibiliser les populations sur la question. Voilà. Et puis maintenant, on va maintenant au niveau des écoles, voilà, mettre les outils dans les écoles, comme j'ai dit, des affiches. Il faudrait que de temps en temps, il y ait des spécialistes qui passent pour essayer de donner les outils toujours publics aux enfants en disant, ben voilà, sachez qu'on n'a pas le droit de faire si on fait ça, c'est pas normal. Et tout ça, il faut que les enfants puissent grandir avec. D'accord. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui sont très importantes. Et puis maintenant, lorsque on a fini cette étape-là, aller maintenant dans les centres de structures, tous les structures qui accueillent les enfants, dans les centres de formation, même les internats aussi, parce qu'il y a beaucoup de violences sexuelles qui se passent aussi dans les internats, tout ça. Donc, il faudrait maintenant aussi des spécialistes qui doivent aller dans ces structures-là pour essayer toujours de mettre l'ensemble dans l'éducation. Voilà. Mais tout simplement, ce qui est vraiment important, donner les outils à ces enfants, des outils qui peuvent leur permettre de parler. D'accord. Et ça, je pense qu'il faut des spécialistes, des gens qui maîtrisent la mission, des gens qui ont l'habitude de pouvoir communiquer, qui ont une facilité de communication aussi avec le jeune public. Voilà. Je pense que ce n'est que comme ça. Donc, d'accord. ça C'est bien noté. Voilà, et puis, voilà. Merci, Et Christian. ces outils-là, à partir des écoles, ne pas seulement s'arrêter sur le sport. Non. Parce que, moi, je vais prendre l'exemple, moi, en tant que joueur, il y a, par exemple, le Mastaro, qui est un joueur que tout le monde connaît dans le monde du foot, qui a subi les violences sexuelles. Il y a Pascal Papé, qui a été même capitaine de l'équipe de France. Et ça n'a pas été au moment où il a commencé sa carrière, où il a été entre guillemets, où il a été adulte, où il a eu ses 18 ans. Non, c'est parti un peu plus jeune. Et c'est tout simplement, ils ont bien expliqué, parce qu'ils n'avaient pas ces outils-là qui pourraient leur permettre de parler. Et je pense que la France, au jour d'aujourd'hui, chaque jour, essaie de s'améliorer, voilà, par rapport à cette mission. Et puis, parce que je pense qu'il y a 10-15 ans, un enfant de 4 ans ne pouvait pas rentrer à l'école, je dis, papa m'a donné des dit, à 5-6 ans, non, moi, tu dois peut-être faire la toilette. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est effectif. Tout à fait. Donc, même si ça arrive que je touche mon enfant de 4 ans, quand il va falloir nettoyer ses parties équipes, je dis, quand même, occupe-toi de ça. Parce que je pense que même si c'est moi qui le fais, ça peut souvent être parfois même mal interprété. Plus tard, même par les enfants. Parce que dans l'éducation, on est en train de comprendre que mon papa a un certain âge avec le droit de toucher. Mais quand l'enfant se rend compte que non, c'est mon père, il le fait toujours, il y a un problème. Donc ça aussi, ça peut traumatiser l'enfant aussi. Mais peut-être toi, tu vas le faire de manière naturelle, en disant, il faut que j'essaie de nettoyer ma vie pour qu'elle soit propre et tout ça. Mais elle, par rapport à ce que l'éducation qu'on lui donne à l'école, par rapport à ce qu'elle entend qu'elle a à l'école, c'est aussi une autre forme de traumatisme. L'enfant va grandir avec, l'enfant ne va bien te dire, parce que c'est toi le parent. C'est clair. Psychologiquement, on va jouer sur l'enfant. D'accord. Il est important, voilà, de sensibiliser les parents, voilà, dans les écoles. Ça, c'est quelque chose que, même au niveau du Cameroun, que ce soit les ministères, je ne sais pas quel est le ministère qui peut être dédié par rapport à ça, mais il faudrait qu'il y ait ce type de programme on doit intégrer ce genre de programme dans l'éducation. Ceux qui sont en charge de l'éducation, ils doivent avoir ces types de programmes. Merci, Christian. Quelqu'un qui peut porter ce genre de problème. Sans t'interrompre, hein, c'est qu'on a un temps imparti et puis on doit veiller à ce que chacun d'entre vous puisse s'exprimer. C'était plutôt intéressant.
intéressant tout ce que tu as dit. Moi, je pense que je m'inscris vraiment totalement et à 100% à ton école. Approche. Et je voudrais être en disant que quand nous avons connaît les causes, il est plus aisé de mettre en place des mécanismes pour pouvoir les contrecarrer. Et n'oublions pas que quand on parle de violence sexuelle, c'est le règne de l'homme état. C'est-à-dire c'est le règne du silence. C'est le règne de on ne parle pas. C'est que les enfants, 20 ans après, 15 ans après, la question fondamentale que je pouvais savoir, est-ce que ces enfants n'en avaient parlé à personne? Il paraît que si on creuse bien, on va se rendre compte qu'à un moment donné de leur vie, ils ont soit essayé de parler à quelqu'un, ils n'ont pas pu. Ils ont essayé, on n'a pas cru en ce qu'ils ont dit. Ils ont essayé, on a demandé de se taire. De nos systèmes, notre système fédéral. Vous allez vous rendre compte que et les présidents des fédérations sont restés silencieux face aux plaintes. On lui a une formation, il dit à l'enfant, oh, donc l'enfant se renferme sur lui. C'est pour ça que quand Christian parle de sensibilité d'éducation, je m'inscris à son école. Mais l'éducation, pour moi, ne sera pas au niveau de l'enfant. C'est une éducation qui est une formation des encadreurs sportifs. Et il a peut-être dans quel... Comment sont formés les encadreurs sportifs dans le monde entier? Comment est-ce qu'on les recrute? Comment est-ce qu'on les choisit? C'est pas les enfants, c'est pas les adolescents, c'est pas les encadrés. On devrait faire extrêmement attention aux personnes qui confient la formation des enfants. Au niveau dans les académies de sport, aux encadreurs sportifs. Et c'est là que ceux à qui nous confions nos enfants sont des personnes qui ont une bonne moralité. Aspect éducation. D'abord, il faut éduquer les formateurs en qui nous plaçons nos enfants. Parce que la vérité, l'enfant, nous qui sommes parents aujourd'hui, combien de temps est-ce qu'un enfant, une bonne partie, il est à l'école, une partie, il est à la salle de formation, il faut apprendre l'activité sportive. Il est très peu avec nous. Il rentre très tard, on fait ses révisions et il est couché. Nos parents, et je parle de l'encadreur pour attaquer le côté parent, est-ce que nous prenons la de nos enfants de parler avec nous, prendre entre les lèvres de nos enfants, de temps en temps, non pas direct, question nous amener à comprendre que peut-être que, comme a dit Christ, puisque je te lave de cette façon, vers ce que attention à l'information, que ton encadreur ne lave pas aussi de cette façon. S'il le fait, n'hésite pas à me le dire. Tu ne veux pas que papa fasse ceci. Si papa ne peut pas le faire, sans d'autres comme moi, doit te demander de faire ci ou ça. S'il le fait, trouver le moyen de me le dire. Oui, quand on parle de communiquer un enfant, ce n'est pas facile. Parce qu'en politique, encore, c'est le domaine de l'homme état. Vous fermez, on va veiller à leur formation et à faire une enquête de moralité. Les parents, faites très attention au suivi. N'abandonnons pas nos enfants entre les mains des encadreurs. Nous avons tendance à l'instant sportif, à la salle d'entraînement dure 2 heures, mettre l'enfant à 10 heures, pour nous conseiller prendre rapidement un petit bar. Je vais prendre mes 2 bières, je vais le prendre à 14 heures. Qu'est-ce que l'enfant a fait entre midi et 14 heures? Je suis au courant de rien. Nous devons être, à mon sens, les parents pointilleux sur la vie de nos enfants, sur le nous avons, on me dit, ok, d'accord, votre enfant a un talent inouï, il est admis de formation, je ne sais pas, moi je prends un nom comme ça, d'une vie X, il est tous les week-ends. Et maison. Alors, allez voir où l'enfant, c'est savoir qui sont ses camarades et son encadreur. Vous-même, en tant que parent, faites des enquêtes sans le dire sur celui qui l'encadre. Posez des questions gênantes pour que les gens connaissent. Plus ils seront mal à votre présence, moins
faire parler. Parce que des fois, l'enfant veut bien le dire, mais soit il a peur de son parent, soit il a peur de ne pas être cru, et du coup, il se renferme et il subit ça pendant 1 année, 2 ans, 3 ans. Et ce n'est que par concours de circonstances que vous rendez compte de 5 ans subit des abus sexuels. Donc, trouvons le moyen, quand on parle des mesures que l'on peut mettre en place, de communiquer, de faire des enfants nos amis. Allons voir où ils s'entraînent, allons voir ce qu'ils font et apprenons à connaître leur environnement. Si on ne peut pas avoir l'information par lui, peut-être pourrons-nous l'avoir par son ami, avec qui il partage la même chambre, peut-être que. Et puis, outils de communication, oui, Christian, d'accord, trouvons les mécanismes. Aujourd'hui, nos enfants très, très jeunes ont des téléphones. Comment faire pour amener l'enfant à communiquer à son parent, à sa mère ou à sa tante, en fait, avec un parent avec qui il s'entend le plus. Donc, enfant, encadreur, éducateur, parent, dirigeant sportif. Et là, je mets dans ce cas aussi les centres de formation. Christian l'a dit. Quand nous avons un centre de formation, quand on veut créer un centre de formation, est-ce que l'État s'est rassuré que ce centre remplit les conditions nécessaires pour pouvoir être ouvert? Quels sont ceux qui l'ont créé, qui l'ont mis en place? Qui va travailler là-bas? Toutes ces choses doivent être contrôlées par une structure que l'État peut mettre en place, qui peut être l'État lui-même, ou alors une structure que l'on a créée et qui, sur le plan régional ou national, veille de façon régulière à ce que nos enfants soient dans les conditions idoines. Oui, Christian fait des contrôles, mais des contrôles inopinés, pas des contrôles, je vous dis, je vais venir tel jour. Non, vous débarquez un jour par et puis, donc, vous commencez à faire un contrôle tous azimuts. Mais ça toutefois te couper, c'est pas une minute. Voilà. Et ce que tu viens de dire par rapport au contrôle inopiné, ici en France, ça se fait. Moi, ici avec les enfants, au moins 2 fois par an, il y a simplement ce que j'ai à service. Ils viennent à l'école. On te déshabille l'enfant. On te déshabille l'enfant pour contrôler. Oui. Est-ce que l'enfant subit des violences physiques? On voit les tâches. Si l'enfant a les tâches, tu es convoqué dans le parent pour expliquer par rapport, parce qu'on a vu des cicatrices sur l'enfant, ça paraît pas normal. Est-ce que c'était noté dans son carnet de santé? Est-ce que ici en France ça se fait? Donc il y a des jours où je reste comme ça, l'enfant il vient juste avec le papier, il dit papa demain à l'école, il y a le médecin qui va arriver. C'est comme ça. Et ces gens-là, ils discutent avec l'enfant, hein. Le parent n'est pas là. Et ici, c'est le gouvernement qui a mis ça en place. Donc on pose des questions à son enfant, comment ça se passe à la maison, est-ce que ça se passe comme il est, est-ce que tu sais que ça doit pas se faire, est-ce que ça, on met l'enfant à vue, on examine l'enfant pour savoir. Voilà, si on se rend compte qu'il y a des cicatrices qui ne sont pas déclarées, et on exige que tu dois venir avec le carnet de l'enfant. Voilà. Maintenant, ça, l'organisation en termes d'éducation. Maintenant, il y a l'aspect qui existait déjà, même si malgré ça, les gens passent au travers de l'aspect purement juridique. Là où l'éducation et la persuasion ne marchent pas, la répression peut-être va marcher. Si on se met à censurer de la façon la plus dure, tous ceux qui font ce genre d'actes, peut-être arriveront-nous à réduire. Parce que des fois, nos fédérations sont souvent fragiles et ne prennent pas des sanctions exemplaires. Vous allez voir, on a suspendu pour 6 mois un entraîneur, et 6 mois après, il change de ville, il va ailleurs, et 6 mois après, il reprend un autre club en encadrement, et il recommence les mêmes bêtises, et il sanctionne leur vie. Sanction sportive, à vie. Sur le plan juridique, quand l'État prend ça en main, un abus sur un mineur, un enfant qui a 4-5 ans, des sanctions exemplaires. Peut-être que ça pourra contribuer chez tous à réduire ce phénomène de violence sexuelle. D'accord. Merci à tous les deux. Compte tenu du temps imparti, je vais vous demander... Pardon. Merci à tous les deux. Excusez-moi. Merci à tous les deux. Compte tenu du temps imparti, je vais vous demander, s'il vous plaît, qu'on puisse être suffisamment concis et précis sur des éléments de réponse qui vont être produits concernant les prochaines préoccupations. Parce que, sauf erreur de ma part, nous en avons encore 4 à évoquer avec vous. La première, d'après vous, quelles sont les mesures susceptibles d'être prises pour éradiquer le bizutage et les autres formes de violence dans le sport? On a parlé du bizutage parce que, bon, là, c'est la violence entre
entre des collègues sportifs, entre eux. Je veux dire, ça peut être des enfants dans un même centre de formation, que ce soit pour le rugby, sur le tennis, ou le foot, ou autre. Et on sait tous que les enfants sont méchants, entre guillemets, parce que je veux dire, ils savent faire mal, ils savent heurter, même sans faire exprès. Donc, c'est pour ça qu'on a posé cette question-là. Les autres formes de violence, parfois, ce qu'on constate, c'est que dans le domaine du sport, la compétition est plus poussée que dans les autres secteurs d'activité. Et ce qui fait que ça peut oui, ça peut aller parfois même jusqu'à des excès, tels que des cas de coups et de blessures, même dans le cadre d'une compétition, c'est-à-dire blesser volontairement un adversaire ou alors un coéquipier ou une coéquipière, parce qu'on se dit, bon, s'il est blessé, il est discrédité, et puis ça fait qu'il a des soins et on ne le voit plus, il est hors du champ, il a moins de visibilité que moi, ou alors elle a moins de visibilité que moi. Comment est-ce qu'on fait pour éviter, pour éradiquer ces cas-là? Est-ce qu'il faut appliquer les mêmes mesures, par exemple, que celles que vous avez évoquées pour lutter contre les violences sexuelles? Ou alors, est-ce qu'il faut rajouter, intégrer d'autres éléments? Je ne sais pas. Après, pour ma part, en tant que sportif, en fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est quoi le résultat? D'accord. Parce que je pense que les gens ont une mauvaise approche sur la question. Parce que moi, pendant toute ma carrière, si tu me demandes que si tu me poses la question, est-ce qu'on doit éradiquer le visage, est-ce que le visage est mauvais, je vais te dire non. Tout simplement parce que les personnes qui ont eu la même discipline, ils avaient une approche objective de la question. Voilà. Le bizutage, d'autres personnes, en fait, pensent que ça se. En fait, c'est quelque chose qui heurte les personnes parce que ceux qui sont censés faire le bizutage sont des personnes qui ne maîtrisent pas ce que c'est. En fait, le bizutage, moi, en quelques mots, c'est quelque chose où. En fait, un bizutage, c'est un moment où on doit resserrer les liens. C'est un moment d'intégration, entre guillemets, des nouveaux dans un groupe. Parce que moi, j'en ai fait plusieurs clubs. Et à chaque fois que j'arrivais dans un nouveau club, pendant la pré-saison, on avait un moment où on faisait le visitage. Et c'était le moment où on essayait on apprenait à se connaître, on apprenait à connaître tout le monde. De créer des liens. Dans un groupe déjà constitué. Et le problème, c'est quoi? C'est les éléments qu'on introduit lors de la séance de visitage. Ce sont ces éléments-là qui sont plus ou moins parfois pas adaptés. Mais pour ceux qui ont compris l'approche de ce que c'est que le bizutage, non, le bizutage en lui-même n'est pas mauvais. Et c'est ceux qui sont censés diriger la séance de bizutage, c'est eux qui doivent avoir les capacités de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on veut bisuter on veut faire le bisutage pour pouvoir aider l'autre? Est-ce qu'on veut faire le bisutage pour pouvoir intégrer l'autre? Voilà. D'accord. Donc, ça dépend de. Voilà. Mais le bisutage n'est pas mauvais. Le bisutage, normalement, c'est un moment d'intégration, un moment de partage, un moment de pouvoir connaître l'autre. Voilà. Après, je laisse la parole au grand frère. Alors, je vais peut-être. Modérateur, il y a des problèmes. Alors, il faut déjà qu'on comprenne une chose, c'est que il y a la violence, des fois, quand on parle de violence, à un moment donné, il peut y avoir des dérapages. Je vous donne un exemple très simple. Au niveau de la fédération du judo, il y a un entraîneur allemand qui a été sanctionné parce que lorsqu'il a mis sa fille à l'être au bord du tapis pour le combat, il lui parle et il lui donne 2 claques
portent sur la joue. 2 claques sur la joue. Lui, entraîneur, à ce moment donné, est en train de motiver son athlète. Sauf que c'est fait en mondovision et on a estimé que c'était un acte de violence. Je dis parce que quand question pas de bizutage, il se met dans un contexte du bizutage qui est pour les enfants de dire c'est de la bienvenue à un nouveau. Des fois, on vous mettra dans une piscine, on vous plonge dans un fût d'eau glacée. C'est des petites choses comme ça sauf que malheureusement, comme il le dit, des fois il y a des dérapages. On vous dira, ok, sauter d'une montagne, d'un ravin, des choses qui vont vous amener à vous blesser en fait. À ce moment, le blessage prend une connotation différente. Mais au départ, il est simplement question pour les anciens de dire bienvenue à un nouveau, en le faisant faire, entre guillemets, quelque chose qui a un caractère purement sportif. On peut le dire, ok, tu vas nous faire 5 ou des pistes rapides, c'est pas moi, avec un torse nu, des choses comme ça, mais qui au départ n'avait aucune connotation négative. Mais malheureusement, ça a pris une tournure différente aujourd'hui. Et à la question qui est posée, rendez-vous d'abord compte, n'oubliez pas que, comme j'ai dit au départ, il y a un problème d'enjeu. Vous ne trouverez pas le même type de violence physique dans des sports à enjeu réduit que dans les sports qui ont un grand enjeu. Vous entendez rarement qu'il y a une bagarre spectateur et une compétition de judo, de karaté, je sais pas moi, mais vous entendez ça fréquemment au football, au basketball, au rugby, des sports de grande population où l'argent, heureusement ou malheureusement, a déjà pris une place très importante. Quand l'enjeu s'installe, le combat pour l'éradication devient faisable mais compliqué. Donc, et on revient encore ici, à mon sens, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'éducation des masses pour combattre ces violences-là et à la mise en place de mécanismes juridiques solides. Pas qu'on vienne me dire qu'il y a eu une violence dans un stade au niveau de l'équipe de France. Celui qui a provoqué des menaces verbales contre Vinicius sera suspendu des stades pendant 2 matchs. Ça veut dire quoi 2 matchs ou 3 matchs pour un spectateur? Il n'y a pas que lui qui a provoqué des injures à caractère tribal, c'est tout un groupe d'individus. Qu'est-ce le mécanisme qu'on met en place pour que ce qui s'est passé là n'arrive plus? C'est tout. Si on continue à faire des sanctions comme celle-là de façon simpliste et fragile, c'est clair qu'on n'arrivera à rien. Il y a de la vidéo. On peut détecter effectivement qui a commis qui sont ceux qui ont commis ça. On les sort du lot et on leur fait des sanctions juridiques extraordinaires. Je pense que ça pourra peut-être contribuer à baisser ça. Maintenant, violence entre adversaires, il faut que le cas de Nancy Kerrigan, qui a subi des violences, qui a été frappé après un coup monté, il a été peut-être démontré que Tonya avait pris des gens pour qu'on puisse lui casser les jambes. Mais encore là, on revient sur l'enjeu. L'enjeu est tellement fort qu'une athlète pense faire du mal à sa coéquipier pour gagner la médaille. Et là encore, je reviens encore à l'État, à la fédération et à l'encadreur. Des fois, nous, encadreurs, on met tellement de pression à l'athlète au point où le conseiller lui-même ne va pas gagner la médaille parce qu'il aime la victoire, parce qu'il veut faire plaisir à quelqu'un qui lui met une pression constante. Votre enfant à la maison, il dit qu'il veut être champion de sa région. Hein. C'est vos parents qui le fait comprendre que il faut, et pour faire ça, il faut mettre l'enfant sous une pression constante au point où il pense même faire du mal à son coéquipier qui est son principal challenger pour pouvoir gagner. L'enjeu, pour moi, tout réside au niveau de l'enjeu que l'on met dans une pratique sportive. Ça peut être un enjeu à caractère purement financier, ça peut être un enjeu à caractère social, ça peut être un enjeu de que l'athlète veut absolument prouver à son état qui est le plus fort. Et du coup, on revient encore pour moi à l'éducation des masses. Tout tournera autour de l'éducation des masses et ça ne marche pas. Les sanctions, mécanismes juridiques que l'on met en place pour pouvoir sanctionner tout ça. Voilà. Donc, si je comprends bien, vous avez préféré jumeler. Donc, ce qu'il faut résumer, c'est que le bizutage, ton micro, c'est que le bizutage n'est pas mauvais. Hein. Franchement, le bizutage n'est pas mauvais. Considère le bizutage, voilà, ça dépend. Voilà. Donc, il faut maintenant éduquer voilà, les clubs ou les personnes qui sont appelées à diriger cette séance de bizutage. Voilà, c'est eux qu'il faut éduquer. D'accord. Contrôler pas. Finalement, les enfants sont dans leur chambre et ils font
le coach n'est au courant de rien. L'encadreur doit Voilà, savoir. exactement, c'est pour cela que tout ça, il faut étudier en fait. Moi, je te jure, toute ma carrière, je n'ai jamais eu un visitage qui m'a dit non. Parce que déjà, quand j'intègre le groupe, avant le jour du visitage, vous avez déjà une période où vous passez un peu de temps ensemble. Avant le jour du visitage. Donc, ça veut dire que pour un encadreur qui est bien, il prend la peine avec celui qui va diriger la séance de visitage à savoir à peu près comment chacun fonctionne. Moi, par exemple, en tant que joueur de rugby, on a des joueurs qui ne se mettent pas plus au vestiaire. Généralement, au niveau des douches, quand on se douche, chacun enlève son slip, puis prend sa douche. Et il y a des joueurs que, eux, dans leur façon de voir les choses, il va se toucher avec son slip. Hein. Ah oui, il va se toucher avec son slip. Et au moment où il va aller s'habiller, mais ça se fait, il enlève son slip, il change l'autre. Et ça, il faut savoir respecter ça. Et tu vois donc que lors d'une séance de visitage, tu lui dis, il faut se mettre plus. Ça, c'est déjà. Ça marche plus. Déjà dans une violence. Donc, voilà, il faut. D'accord. C'est bien noté, merci. Et du coup, j'ai l'impression que vous avez répondu aux deux questions, c'est-à-dire la question sur le bizutage et les autres formes de violence. Bon, merci à vous. Et donc, on poursuit avec la huitième préoccupation qui est focalisée sur la reconstruction, puisque bon, s'il y a des cas de violence, des cas d'abus et tout ça, forcément, il faut se reconstruire. Faut arriver à dépasser ça pour aller de l'avant. Mais est-ce que cette reconstruction est possible? Et si oui, par quelle voie et par quels moyens? Bon, on a déjà une petite piste, on a déjà une première proposition avec libérer la parole, parce que bon, tant qu'on n'a pas mis le mot sur le préjudice qu'on a subi, quand on ne s'exprime pas, quand on ne l'exprime pas, on ne peut pas commencer à le soigner en fait. Voilà. Exactement, comme tu l'as dit, je pense que la première thérapie, c'est d'abord parler. Tant que tu ne parles pas, tu ne peux pas avancer. Parce qu'on a vu, par exemple, un joueur comme Patrick Evra, joueur de foot, il a gardé beaucoup, mais à un moment, il a parlé, il a même fait un livre. Tu vois, mais il faut parler, en fait. Tu vois, quand tu parles, le fait de parler, ça te libère. Et donc, quand tu parles, on arrive à trouver plus ou moins les solutions. À taper, hein, bien sûr. Parce que ce qui a marché pour l'un, va pas forcément marcher pour l'autre. C'est rapide. Mais, voilà, il faut d'abord, franchement, libérer la parole, il faut parler. Il faut parler et puis essayer de voilà, trouver les solutions, hein, adapter, surtout rencontrer les bonnes personnes, des spécialistes. Voilà, les spécialistes de la question, c'est très important. Et il y en a même beaucoup des athlètes qui ont eu à subir ça. À un moment donné, ils ont parlé. Au jour d'aujourd'hui, c'est eux qui font le travail de sensibiliser. Et le fait de sensibiliser les autres les aide aussi dans leur thérapie à eux. Ça les aide à pouvoir se reconstruire. Mais sinon, vraiment, pour quelqu'un qui a subi ce type de violence, la reconstruction n'est pas souvent évidente, mais il y a toujours possibilité de pouvoir reconstruire. Voilà, de pouvoir se reconstruire, il y a toujours la possibilité. Mais il faut parler et surtout pouvoir trouver des solutions adaptées. Voilà, parce que chaque personne est différente, l'approche ne peut pas être la même pour vous. D'accord. C'est noté, merci Christian. Alain? Par rapport à ça. Oui, je pense que comme on peut construire, la construction est possible. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Parce que la violence est souvent attaquée sur le plan de son mental, de son physique et sur beaucoup d'autres choses qui laissent malheureusement sur lui des traces. Mais déjà comme celui-là accepte déjà de s'ouvrir au monde, le fait de reconnaître devant un micro, devant des gens, devant une salle, devant un psychologue, ce qui s'est passé, je pense que c'est déjà un pas. Quelqu'un qui peut l'écouter, qui peut lui poser les bonnes questions
qui peut l'amener à s'exprimer sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'il a ressenti. Et ça permet déjà en lui-même d'être une façon de, comment dirais-je, de trouver des voies de guérison. Et cette reconstruction, c'est clair qu'elle va prendre du temps parce que chaque fois où il vous arrive de subir des violences quelconques, vous aurez toujours l'impression de voir votre agresseur partout. Si c'est quelqu'un qui avait, je ne sais pas moi, tu prends une voiture, telle marque, chaque fois que vous verrez cette voiture passer à côté, vous aurez un sentiment de peur. Chaque fois que vous aurez ressenti quelqu'un qui met son parfum, ça va vous rappeler les choses bizarres. Ça prendra du temps, pour la reconstruction, mais si on met en place des mécanismes tels qu'une approche avec un encadreur, un psychologue, celui qui aurait été victime pourra, n'est-ce pas, au fur et à mesure que le temps passera, se remettre sur pied, reconstruire sa vie. Et la famille aussi joue un grand rôle, parce que souvent la victime a peur du regard des autres, un peu moins de ses camarades d'entraînement, mais beaucoup plus du regard que portera l'autre sur lui, à savoir ses parents. S'il a encore mineur, ses frères, sa mère. Donc on est en train de parler de la reconstruction. Oui. Et on a dit que le premier point, c'est de libérer la parole. Le deuxième point, c'est de s'exprimer, de rencontrer également des psychologues, des spécialistes qui peuvent aider à travailler sur soi pour se reconstruire. Donc voilà les deux. Et l'entourage. D'accord. L'entourage. La famille a joué un rôle important. La famille joue un rôle très important ici aussi. Et ses coéquipiers. D'accord. Ses coéquipiers d'entraînement aussi doivent pouvoir contribuer à. S'ils le soutiennent, en fait, c'est clair que ça va aider à la reconstruction. Et si ne le soutiennent pas, ça peut aussi embêter et il peut se retrouver obligé de changer de club. Parce que comme expliqué à Christian, des fois, vos propres coéquipiers vous en veulent d'avoir parlé. Ah oui, et créer un climat. Et parfois, ce n'est même pas seulement changer de club. Parce qu'on est dans un monde où il y a maintenant le numérique qui est partout. Imagine aujourd'hui, je déclare avoir suivi ces études-là. Ça part partout dans le monde. Donc, il n'y a même pas que le club. On est dans tous les clubs où tu vas aller. Dès qu'on va taper, on va dire, non, lui. C'est un mouchard. Non seulement c'est un mouchard, mais il a subi quelque chose qui peut être. Ah, toi, on n'a pas envie de venir. À chaque fois, on nous posait les questions que la poussée psychologique. C'est un sentiment de regret. Voilà. Et du coup, parfois, les personnes qui ont subi ça, ils attendent parfois la fin de carrière. Où il va attendre de faire sa carrière et à la fin, il va venir parler. C'est à peu près les joueurs, que ce soit dans le monde du foot, que ce soit dans le monde du foot, et qui sont à peu près, qui vivent l'homosexualité. Parfois, pour qu'ils déclarent, c'est vers la fin. Mais pendant qu'il est en activité, pendant qu'il est dans les beaux jours, il ne parle pas. Parce qu'il ne sait pas quelles les foudres, la stigmatisation, ça va passer par les injures. Au bord des stades, hein, même pour ceux qui ont suivi parfois la violence. Parce que moi j'ai suivi quelqu'un comme Papé au bassin, qui disait qu'il n'arrivait pas à parler. Tout simplement parce qu'il pouvait aller jouer un match dans une ville, et là-bas les supporters commencent à utiliser ça comme arme pour les déstabiliser. Donc, du coup, il y a le temps. Voilà. C'est ça. Et c'est parce que la société, il faut aussi éduquer la société, parce que la société n'est pas éduquée, suffisamment éduquée par rapport à ces phénomènes-là. Du coup, voilà. C'est tout ça qui rend la chose difficile. D'accord. La parole. Ok. C'est bien noté. Et on retient donc qu'il est important de libérer la parole et de travailler avec des experts dans le domaine de la psychologie pour pouvoir être sûr de rebondir et de se reconstruire, de se réparer. Et nous sommes parvenus quasiment au terme de notre rencontre d'aujourd'hui avec la dernière préoccupation. À quelques mois des Jeux Olympiques de Paris programmés en 2024, d'après vous, quelles sont les actions de sensibilisation qu'il faudra engager? Parce que c'est un événement sportif et un événement sportif de grande envergure. Et de notre point de vue, ça pourrait être
il y a peut-être la sensibilisation peut être intéressante ou alors peut-être que certaines personnes du monde du sport s'impliquent en faveur de la sensibilisation, ça pourrait aider d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si vous partagez le même point de vue ou si vous avez d'autres pistes à proposer. C'est important, hein, avant les Jeux olympiques, hein, surtout ici en France, il y a la Coupe du Monde. La Coupe du Monde qui arrive en septembre. En septembre, donc, je sais que tous ces événements sportifs-là, ce sont les événements qui, voilà, qui, pour le pays qui organise, il essaye de vendre son image. Tout à fait. C'est pour ça aussi, hein, parce que par rapport à toutes les personnes qui viennent, les différents publics qui arrivent de par le monde, il faut d'abord vendre l'image de son pays. Mm. Et par rapport à ça, voilà, on a besoin d'avoir une société sensibilisée, d'abord sur le savoir-vivre. Parce qu'il y a dans le savoir-vivre et le savoir-être aussi, il faut les deux. Mm. Il faut les deux. Il faut savoir que là, on est dans une situation où on reçoit l'étranger. Même si on a nos problèmes internes, on met d'abord ça de côté, on attend l'étranger part. Et puis on peut le ressortir. Donc, il faut des choses sur lesquelles il faut voilà, travailler. Ça, sur le savoir-vivre, le savoir-être. Voilà. Donc, je ne sais pas exactement quelle est la politique qui va être, voilà, qui va être mise par la ville de Paris ou les différentes villes où il y aura des sites qui vont accueillir les JO. Je pense que c'est quelque chose qui est très important dans la sécurité. D'abord, la sécurité, voilà, il va falloir travailler sur la sécurité, l'environnement, hein, aussi l'écologie, aussi, voilà, savoir vivre, hein, donc éduquer un peu les populations, parce qu'il y aura les gens qui auront dans les bus, savoir dire bonjour, au revoir, s'élever quand il y a une personne handicapée, une personne âgée, donc il faut, tout ça en fait, c'est un gros package. Tout à fait. Il faut sensibiliser les populations sur ce gros package-là, voilà, pour que voilà, les choses puissent bien se passer. Parce que après tout, il y a l'aspect sportif, l'aspect financier, mais il y a aussi l'image du pays. Tout à fait. L'aspect l'image, je pense que même les médias, voilà, ils doivent jouer un très très grand rôle par rapport à ça aussi. C'est ça, donc je pense que voilà, Mm. c'est un point sur lequel il va falloir travailler. D'accord. Merci Christian. Alain? Oui, alors je peux faire avec les Jeux Olympiques qui approchent. C'est un événement, c'est un très grand événement mondial qui regroupe plus de 205 pays. Pour moi, il faut une formation de la masse. Comme a dit Christian, il faut former les populations à accueillir les étrangers, les visiteurs. Il n'y aura pas que les sportifs, il y aura les touristes qui vont arriver pendant cette période-là. Former les populations au sens de l'accueil et au sens de la fraternité, qui sont des valeurs essentielles de l'olympisme, au sens de l'amitié, de la défense des valeurs telles que la fraternité, l'amitié, qui doivent être mises en avant, savoir accepter l'autre dans sa différence. Quelle que soit sa différence, ça peut être un problème de peau, ça peut être un problème de langage, ça peut être un problème de transgenre. Accepter l'autre dans sa différence entière, ne pas le rejeter parce qu'il est différent de moi. On doit faire une formation des masses. Maintenant, je pense qu'il faudrait aussi, au niveau du village des Jeux, mettre un pôle, créer un pôle qui peut être comme un pôle de communication où on échange, où des athlètes, des encadreurs, n'importe qui peut venir faire des plaintes pour tel ou tel acte de violence qui se produit sur lui. Même dans son comité olympique, il est arrivé là-bas, il vient faire sa plainte, où on peut écouter, où les sportifs peuvent savoir, ils peuvent communiquer, où ils peuvent être écoutés de façon directe ou de façon anonyme. Maintenant, sur le plan d'organisation, je ne vais rien apprendre à la France qui est un grand dans l'organisation d'événements sportifs. Il faut aussi éduquer encore un peu plus les spectateurs qui sont dans les aires de jeu, qui sont dans les stades, à comprendre que nous sommes d'abord là pour un brassage de culture. Au-delà de l'aspect compétition, c'est d'abord faire en sorte que le Français rencontre un Camerounais, le Camerounais rencontre un Jamaïcain. Et vous allez vous rendre compte que même quand on fait des logements pendant les Jeux Olympiques, on loge généralement dans un même bâtiment, un même immeuble, plusieurs nationalités. C'est des gens qui
qu'il y ait ce brassage de culture, pour qu'au-delà du sport, que quand je rentre chez moi au Cameroun, que j'ai eu la chance de rencontrer Christian, que j'ai eu la chance de rencontrer Teddy Riner, et pour qu'entre nous, nous comprenions que le monde, en fait, ce n'est qu'une seule planète. Et les spectateurs, il y a des mécanismes de sécurité qu'on peut mettre en place. Éviter par exemple l'alcool dans les stades. C'est des choses qui, dès que vous avez bu de l'alcool, c'est clair que vous devenez. Bon, je m'attaque pas aux sponsors, et je ne veux pas dire alcool. C'est que le CIO a sûrement les sponsors qui vendent la bière. Bon, c'était notre débat. Ils vont sûrement pas Ça, c'est sûr qu'il y aura. Oui, bon, enfin, c'est très intéressant ce que vous relevez, parce que on a tous suivi l'actualité récente en France. Il y a eu, bon, c'est pas drôle, mais bon, c'est un cas le Syrien qui a poignardé des enfants et deux adultes, et qui malheureusement est en train comment dire ça, d'exacerber les poussées extrémistes, le rejet des étrangers et tout ça. On se dit, mais la vérité, c'est qu'il y a un calendrier, il y a un agenda. Et les Jeux Olympiques, tout le monde sait que 2024, c'est Paris. C'est bien ça, non? Paris 2024. Donc, euh, c'est intéressant ce que vous dites, comme je viens de le préciser, parce que entre cette actualité-là et le début des Jeux Olympiques, le travail, les différentes options ou orientations que vous venez de relever, je pense que encore plus, compte tenu du contexte actuel, c'est un travail qui doit être effectué pour éviter de basculer justement dans le rejet de l'autre, pour éviter et tous les autres formes d'extrémisme qui sont liées ou qui peuvent en découler en fait. Exactement. C'est déjà effectivement dessus, c'est-à-dire accepter l'autre dans sa différence. Oui. Si nous arrivons, parce que c'est pas parce qu'un individu a commis un acte pareil qu'on va généraliser. Tout à fait. Il n'est pas avec ses... Mais du coup, quand on le voit, derrière lui, on voit un problème de papier, on voit son état et on généralise. Tout à fait. Non, il ne faut pas qu'un grand espace courir ça. On les cible du lot et on garde le bon, on enlève les livrets et on garde le bon train. Il faut essentiellement l'éducation aux populations, comme je l'ai signifié. Les Jeux Olympiques, c'est un événement qui est extraordinaire, qui est magnifique, tout sportif rêve de pouvoir en faire. Et il ne serait pas bien que des paramètres extérieurs viennent un pareil événement. Parce qu'au-delà du sport, comme je l'ai dit, il y a tellement de choses magnifiques à l'extérieur, vous ne pouvez pas vous imaginer. Oula. Chacun a ce qui le concerne à Paris et les villes sollicités. Pas sollicités sentiront cet événement pendant le temps où ça va durer, et même j'ai eu le sang. Donc, il faut que le gouvernement français ne s'investisse pas uniquement au niveau de la sécurité, mais aussi au niveau de la formation des populations. C'était une contribution pour cette question. D'accord. Merci à tous les deux d'avoir bien voulu vous rendre disponible pour cet entretien. Et merci pour les différents éléments d'éclairage que vous avez bien voulu partager avec nous, qui nous ont édifiés et que nous n'allons pas hésiter à partager avec les personnes qui nous suivent. Nous espérons que nous allons nous retrouver avec vous tout au long de cette année pour échanger sur d'autres thématiques, toujours liées au sport, hein, puisqu'on ne va pas se déconnecter de là. Étant donné que vous êtes pour nous deux experts en la matière, on a un rugbyman de haut niveau, on a un judoka de haut niveau, c'est pas rien. C'est des profils intéressants. Et donc, ce qu'on peut vous dire, c'est merci, vraiment merci pour d'avoir bien voulu vous rendre disponible. Et nous ne manquerons pas de revenir vers vous. Je ne sais pas si vous avez un mot pour la fin. Moi, c'est déjà. Merci. Salut Christian, je suis content d'avoir fait ta connaissance et j'espère qu'on va continuer à échanger. Le thème était très intéressant. D'accord. Ah oui, bien sûr. Merci à Yvan. Merci et à bientôt.